Les rumeurs les plus folles coururent. L'ambassadeur de France à Berlin rapporta à son gouvernement un récit de l'entretien achat Hitler qu'il prétendait détenir d'une personne digne de foi. Il était question d'un achat et de son chancelier qui aurait résisté pendant des heures à l'intolérable pression allemande, alors que l'entretien n'avait duré qu'une heure, qui aurait été littéralement poursuivi autour de la table par Hitler et les siens, et auquel on aurait mis de force un stylo dans la main afin qu'il signe. Bref, une vraie scène de comédie tragicomique. Plus grave cependant, en Grande-Bretagne, l'épilogue de la crise tchèque ruina définitivement la politique de conciliation menée tant bien que mal par Chamberlain contre les bellicistes du clan Churchill-Duff Cooper. Le 15 mars, l'ambassadeur d'Angleterre à Berlin avait signalé que les relations anglo-allemandes étaient revenues à un état bien antérieur, c'est-à-dire à une époque de grande méfiance, voire d'hostilité. 2 jours plus tard, Chamberlain prononça un discours très ferme contre la politique allemande, un discours qui aurait pu être tenu par Churchill ou par Duff Cooper. Mais en vérité, le revirement de la politique britannique était antérieur. Dès le 3 janvier 1939, l'ambassadeur allemand en Irlande s'était entretenu confidentiellement avec le Premier ministre irlandais. Celui-ci avait été catégorique. En Angleterre, le sentiment prévalait selon lequel les accords de Munich avaient été une défaite pour le pays. Dès lors, il était à craindre qu'en cas de nouvelle crise internationale, une répétition de Munich serait impossible. Hitler allait donc aborder le dossier du corridor polonais dans une ambiance très défavorable. Or, la Pologne avait été ressuscitée en 1919 et un fort sentiment nationaliste l'habitait, un sentiment teinté souvent de germanophobie d'ailleurs. Dans cette affaire donc, la volonté politique d'un Hitler, persuadé, à raison, de son bon droit sur la Pologne et convaincu qu'il ne pourrait pas reculer sans perdre son prestige et ainsi toute chance d'obtenir quelque chose, cette volonté, disais-je, allait heurter le sentiment national polonais conjugué à l'intransigeance britannique. Selon toute probabilité, le Führer le savait. Voilà pourquoi, afin de parvenir plus sûrement à une solution pacifique, Hitler fit une offre qui devait faire l'effet d'une bombe. Le 6 janvier 1939, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, il fit savoir à la Pologne qu'il renonçait au corridor. Tout ce qu'il voulait, c'était le retour de Danzig au Reich et une autoroute ainsi qu'une voie ferrée qui traverserait le corridor pour relier l'Allemagne à la Haute-Silésie. De la part de Hitler, cette renonciation à des terres authentiquement allemandes était totalement inattendue et cela démontrait sa volonté de parvenir à une solution négociée. Mais sans surprise, la Pologne resta évasive. Puis vint un événement très important. Le 14 janvier, l'ambassadeur de Pologne à Washington eut un long entretien avec l'ambassadeur américain à Paris. Ce dernier repartait pour la France avec les directives secrètes du président américain Roosevelt. Avec de nombreux autres, le document qui rapporte l'entretien fut tout naturellement rejeté à Nuremberg lorsque la défense le présenta. Les vainqueurs de 1945 auraient bien aimé qu'il disparût ce document, mais des copies avaient été publiées. Voici donc quelles étaient les directives du président Roosevelt. 1. Activation de la politique étrangère sous la direction du président Roosevelt qui condamne énergiquement et nettement les États totalitaires. 2. Préparatifs de guerre des États-Unis sur mer, sur terre et dans les airs, préparatifs exécutés à une cadence accélérée et emboutissant la somme de 1,250 milliard de dollars. 3. L'opinion formelle du président que la France et l'Angleterre doivent mettre un terme à toute politique de compromis avec les États totalitaires. Elles ne doivent s'engager avec eux dans aucune discussion ayant pour but des modifications territoriales quelles qu'elles soient. 4. L'assurance morale que les États-Unis renoncent à la politique d'isolement et sont prêts, en cas de guerre, à intervenir de façon active aux côtés de l'Angleterre et de la France. L'Amérique a l'intention de tenir à leur disposition toutes ses ressources financières et toutes ses matières premières. L'effet que fit cette communication sur le gouvernement polonais se traduisit rapidement dans les faits. Le 4 février 1939, la Pologne annonça à son alliée française qu'elle refusait catégoriquement d'accepter l'établissement d'un corridor à travers le corridor et qu'elle ne voulait pas non plus entendre parler de la construction d'une ligne de chemin de fer qui appartiendrait à l'Allemagne ou d'une autostrade ayant un caractère exterritorial. Quant au retour de la ville allemande de Danzig au Reich, il n'en était pas non plus question. Et lorsque, le 26 mars 1939, le ministre des Affaires étrangères allemand répéta à l'ambassadeur polonais les propositions allemandes, celui-ci répondit
qu'il avait le devoir désagréable de faire remarquer que toute poursuite de ses projets allemands, notamment en ce qui concernait le retour de Danzig au Reich, signifierait la guerre avec la Pologne. On accuse aujourd'hui le Reich d'avoir mené une diplomatie ferme, mais ce n'était rien comparé à l'insolente Pologne. Comment expliquer ce rejet catégorique des volontés allemandes, pourtant si inattendues tant elles étaient modérées? Et comment expliquer ce langage guerrier alors que, de façon évidente, la petite Pologne n'était pas de taille à affronter sa grande voisine? Tout simplement parce que 2 jours plus tôt, l'Angleterre avait offert son assistance inconditionnelle à la Pologne en cas de crise extérieure. Ce fait fut tenu secret pendant une semaine, mais le 31 mars, dans une déclaration à la Chambre des communes, Chamberlain déclara « Au cas d'une action quelconque mettant en danger nettement l'indépendance polonaise et à laquelle le gouvernement polonais estimerait être de son intérêt vital de résister avec ses forces nationales, le gouvernement de Sa Majesté se considérerait comme tenu immédiatement de soutenir la Pologne par tous les moyens. » On comprenait donc l'intransigeance et la fanfaronnerie polonaise. Opposé à tout recul diplomatique, Hitler persista pourtant dans la voie pacifique. Car à l'époque, l'Allemagne pouvait abattre la Pologne seule, mais elle aurait été incapable de repousser une attaque opérée par la centaine de divisions qu'en cas de guerre, la France et la Grande-Bretagne auraient pu lancer à l'assaut du Reich. En avril 1939, Hitler déclara aux généraux « Je serais un idiot si je me laissais entraîner dans une guerre à la façon des fous de 1914 pour cette cochonnerie de corridor. » Mais sa volonté de parvenir coûte que coûte à une solution se heurtait à l'intransigeance polonaise, solidement étayée par la garantie britannique. Voilà pourquoi, le 23 août 1939, opérant une volte-face idéologique, Hitler signa un pacte de non-agression avec Staline. La veille de la signature du pacte, s'adressant à ses généraux, Hitler s'était dit convaincu que la Grande-Bretagne refuserait d'entrer dans une guerre avant 2 ou 3 ans. Le Führer comptait naturellement sur la situation nouvelle. Sans doute soutenu par son ministre des Affaires étrangères, bien que celui-ci l'ait contesté dans ses mémoires, il estimait certain que sans l'appui russe et sans la défunte Tchécoslovaquie, l'Angleterre n'oserait pas intervenir militairement dans le différend germano-polonais. En conséquence, face à l'inflexibilité d'une Pologne aveuglée par la garantie anglaise, le 1er septembre 1939, Hitler choisit de résoudre le différend par les armes. Il espérait que le conflit resterait localisé, comme l'avait été par exemple la guerre russo-polonaise de 1920. C'était le seul genre de conflit qui n'hypothéquait pas l'avenir de la révolution socialiste allemande. Mais 2 jours plus tard, patatras. Contrairement aux espérances allemandes, la Grande-Bretagne puis la France déclarèrent la guerre au Reich. Cette nouvelle pétrifia Hitler qui, après être resté un temps immobile, lança furieux à son ministre des Affaires étrangères « Et maintenant ?» Cette remarque trahissait le désarroi du Führer qui se trouvait dans une situation imprévue et dangereuse, une guerre contre 2 pays qui pouvaient la battre. Dans l'antichambre de la chancellerie, les nationaux-socialistes qui venaient aux nouvelles ne se réjouirent pas, bien au contraire. L'interprète de Hitler écrit « Un profond silence s'abattit. Göring se tourna vers moi et dit « Si nous perdons cette guerre, que le ciel ait pitié de nous. » Goebbels était dans un coin, abattu, replié sur lui-même. Partout je vis des visages consternés, même chez les membres du parti les plus modestes qui se trouvaient dans la salle. Est-ce vraiment la réaction d'hommes qui, depuis des années, complotent pour faire éclater une guerre de revanche? Assurément non. On ne le dira jamais assez. En 1939, l'Allemagne ne voulait pas déclencher une guerre à l'Ouest. Comme je l'ai déjà expliqué ailleurs, dans une ultime tentative de sauver la paix mondiale, Hitler se rallia à l'offre de médiation de Mussolini qui, début septembre, voulut renouveler in extremis l'exploit diplomatique de Munich afin de résoudre pacifiquement le différend germano-polonais. Mais comme l'avait prédit dès le 3 janvier 1939 le Premier ministre irlandais, l'Angleterre ne voulait plus d'un nouveau Munich. Alors, comble de cynisme, celle-ci formula des exigences inacceptables dont elle savait qu'elle ferait capoter le projet sans pour autant que cette faillite pût lui être imputée publiquement. Notez l'aveu, le gouvernement britannique savait que Hitler voulait résoudre le différend germano-polonais sans combattre, c'est-à-dire pacifiquement. Un peu de bonne volonté aurait donc suffi pour surmonter la crise sans effusion de sang. Attaquée sur 2 fronts, la Pologne s'effondra militairement en moins de 4 semaines. Le 6 octobre 1939, Hitler tendit la main à la France et à l'Angleterre afin qu'une grande conférence se réunisse qui permettrait de régler les derniers problèmes européens issus de la paix de 1919 et de poser les bases d'une coopération internationale.
Mais l'Angleterre repoussa l'offre sans même l'étudier. Peu après, la France fit de même. Oui, vraiment, les démocraties voulaient la guerre. Et pourquoi la voulaient-elles? Quelques mois plus tard, Winston Churchill allait en révéler la raison. Il s'agissait de vaincre et de détruire le régime national-socialiste. C'était donc bien d'une guerre idéologique qu'il s'agissait. Une guerre à mort, une croisade des démocraties pour l'anéantissement du Troisième Reich. La Pologne n'avait été qu'un prétexte, comme l'avenir le démontrera d'ailleurs. Malgré cela, le 19 juillet 1940 encore, Hitler tendit une nouvelle fois la main à l'Angleterre afin que cesse cette guerre qui, disait-il, n'avait plus aucun sens. Dans les dernières minutes de son allocution, le Führer lança « Il n'entrait pas dans mes vues de faire la guerre, mais diriger un État social de la plus haute culture. Chaque année qui s'ajoute à cette guerre me ravit à cette tâche. » Hitler en appela donc une dernière fois au bon sens du gouvernement britannique. Mais sans surprise, ce dernier repoussa à nouveau l'offre. Il s'agissait donc d'une guerre à mort, d'une guerre d'extermination idéologique. Le Führer en avait désormais la certitude. Seulement voilà, dans ma vidéo « Pourquoi Hitler était antisémite ?», j'ai expliqué les raisons de l'antijudaïsme du Führer. J'ajoute aujourd'hui ce document issu des archives britanniques et dont j'attendais d'avoir l'original pour le citer. Il s'agit d'un rapport que le 28 mars 1933, l'ambassadeur britannique adressa à son gouvernement. On lisait « Avant que le gouvernement hitlérien ait pris ses fonctions en février, on admettait qu'en Allemagne, le problème juif devenait sérieux. Pour l'expliquer, l'auteur invoquait la supériorité raciale des Juifs et le fait que sur les plans artistiques et intellectuels, l'allemand moyen était inférieur aux Juifs, d'où le fait que la réussite des Juifs était entièrement hors de proportion avec leur nombre. Dans un pays où ils représentaient à peine 2% de la population, ils avaient pratiquement monopolisé certains domaines professionnels, parmi lesquels l'enseignement, la médecine, la justice, la presse, la littérature romanesque et l'architecture. L'ambassadeur soulignait que de nombreux chefs des partis de gauche étaient juifs. Il parlait sans sourciller de leur lien avec le bolchevisme et relevait que la presse juive avait toujours été internationaliste plutôt que nationaliste. Quant à la littérature moderne juive, elle était anti-allemande ou au moins non-allemande. On comprend donc pourquoi le juif était considéré en Allemagne comme un ennemi. Or, les Allemands n'oubliaient pas que dès 1933, les puissantes organisations juives avaient déclaré la guerre au Reich, une guerre économique dans un premier temps, mais une guerre quand même. Dès lors, ces puissantes associations ne portaient-elles pas une lourde responsabilité dans la croisade idéologique que les démocraties venaient d'entreprendre? Hitler en tout cas le croyait fermement. Il n'était pas le seul. Lors de la crise tchèque, le chancelier tchécoslovaque lui avait clairement dit que dans son pays, les ennemis de l'Allemagne n'étaient pas les nationalistes et les chauvinistes, mais les marxistes et les communistes qui étaient entraînés par les juifs. Quelques mois plus tard, un document très accusateur était tombé entre les mains des Allemands. Il s'agissait d'un rapport de l'ambassadeur polonais à Washington adressé au ministre des Affaires étrangères polonais. L'ambassadeur écrivait « L'état d'esprit qui règne actuellement aux États-Unis se caractérise par une haine toujours croissante du fascisme, particulièrement de la personne du chancelier Hitler et surtout de tout ce qui se rapporte au national-socialisme. La propagande est surtout entre les mains des Juifs. La radio, le cinéma, la presse et les périodiques leur appartiennent à presque 100%. Peut-être était-ce exagéré. Mais je note que le même mois, dans son journal, le grand aviateur Charles Lindbergh écrivit « Il existe aux États-Unis un certain nombre de personnes tellement montées contre l'Allemagne qu'elles souhaitent une guerre. Elles s'opposeront à tout accord entre la France et l'Allemagne, quel qu'il soit. Les Juifs emploieront leur influence dans ce dernier sens. » Le 23 août 1939, il nota « L'influence juive dans notre presse, dans notre radio et dans nos films nous inquiète. » En septembre 1941, il souligna l'importance de l'influence juive qui poussait ce pays à la guerre. On comprend donc pourquoi Hitler parlait d'une guerre juive et voyait dans le peuple juif un groupe résolument hostile. Or, à l'Est, les Juifs se comptaient par millions. Pour l'heure, le pacte de non-agression germano-soviétique était respecté. Mais dès la fin de la campagne de France, les premiers craquements allaient se produire. L'invasion de l'URSS le 22 juin 1941 et l'arrivée des Einsatzgruppen n'étaient pas loin.